Nous n'acceptons pas ce petit-fils, a dit mon père après avoir ignoré le premier anniversaire de Steven. C'est à ce moment-là que j'ai perdu mon sang-froid, ne me demande plus jamais d'argent, pour les factures ou pour de l'aide, ai-je dit, avant de couper le chauffage chez eux, reprendre le SUV et bloquer chaque centime qu'ils possédaient. J'étais autrefois le genre de personne qui restait silencieuse et donnait toujours de l'argent dès que mes parents le demandaient. S'ils disaient des choses blessantes à mon égard, je laissais couler. S'ils manquaient de respect à Nancy, ma femme, je les défendais ensuite avec des excuses, ils ne le pensaient pas, ou bien, c'est juste leur manière d'être. S'ils avaient besoin d'argent pour payer le loyer, réparer la voiture ou pour des problèmes inventés, je donnais sans poser de questions. J'ai fait cela pendant des années. C'était comme une obligation, même si je ne pouvais pas expliquer pourquoi. C'était une version déformée de la loyauté, façonnée par des années de culpabilité et de manipulation émotionnelle. En grandissant, la méthode éducative de mon père consistait à me faire honte jusqu'à ce que je cède. Il appelait cela « m'apprendre à devenir un homme ». Ma mère ne valait pas mieux, elle restait silencieuse pendant que cela se passait. Après mon mariage avec Nancy, leur mépris est devenu plus cruel. Ils ne cachaient pas leur regard dédaigneux envers elle. Elle ne venait pas d'un milieu aisé, elle n'était pas allée à l'université, elle travaillait dans un magasin, et pour eux, cela la rendait moins digne. J'ai passé des années à tenter d'apaiser les tensions. J'emmenais Nancy au dîner de famille, même si je savais qu'elle repartirait le cœur brisé. J'ignorais les remarques désobligeantes qu'il disait dans son dos, même celles qu'il laissait échapper devant elle. Je me disais que j'essayais seulement de garder la paix, mais pour être honnête, j'avais simplement peur de m'affirmer. Nancy ne m'a jamais demandé de choisir entre elle et eux, pourtant je voyais bien son regard après chaque visite, comme si elle se demandait si elle épousait un vrai homme ou juste un garçon adulte encore en quête de l'approbation de ses parents. Tout a changé lorsque notre fils Steven est né. Cette première nuit à l'hôpital, en le tenant dans mes bras, quelque chose s'est enclenché en moi, c'était comme voir clair d'un coup. Il était la seule personne que je ne pouvais pas laisser tomber, pas comme mes parents m'avaient laissé tomber, ni comme j'avais laissé tomber Nancy. Au fil des mois, j'ai commencé à changer. Je ne répondais plus au téléphone quand je n'en avais pas envie. J'ai arrêté d'envoyer de l'argent à la moindre allusion. J'ai commencé à mettre Nancy et Steven en priorité, pas par colère, mais parce que c'était la chose juste à faire. Puis est arrivé le premier anniversaire de Steven. Nous avons fait simple, un barbecue dans le jardin, quelques voisins, les parents de Nancy et quelques amis proches. J'ai invité mes parents plus par automatisme qu'autre chose, sans vraiment croire qu'ils viendraient. Quelques jours plus tard, mon père a appelé et il n'a pas tourné autour du pot. Il a dit qu'il ne viendrait pas. Il a dit, honnêtement, on n'a pas besoin de ça, on n'accepte pas ce petit-fils. C'était tout. Aucun sentiment, aucune explication. Je n'ai pas discuté, je n'ai rien demandé. J'ai simplement dit, très bien, mais ne me demandez plus jamais d'aide. Ni argent, ni facture, ni problème. Il a marqué une pause, puis il a ri, comme si tout cela n'était qu'une blague, comme s'il pensait que je reviendrais vers eux à la prochaine dose de culpabilité. Il n'avait aucune idée que j'avais déjà pris ma décision. Et 2 jours plus tard, je me suis assuré que ce choix arrive dans leur boîte aux lettres, comme un cadeau bien emballé. En réalité, ils ne faisaient pas qu'ignorer une fête d'anniversaire, ils étaient sur le point de perdre bien plus que quelques parts de gâteaux et des décorations. L'enveloppe que j'ai laissée n'était pas épaisse, mais ce qu'elle contenait avait du poids. Elle renfermait une lettre pas en colère, pas dramatique, mais simplement claire et définitive. J'y ai écrit tout ce qu'il m'avait pris au fil des années, chaque dollar envoyé, chaque prêt jamais remboursé, chaque fois où je suis resté silencieux pendant qu'il me rabaissait. En bas de la page, j'ai inscrit un total, 95 000 $. C'est ce que tout cela représentait. J'ai aussi joint un tableau, classé par date, en couleur, avec tous les détails issus des relevés bancaires. C'était un rapport complet, noir sur blanc, de toutes les années où j'ai servi de filet de sécurité. Je ne demandais rien en retour, ce n'était pas le but, je voulais simplement qu'ils comprennent le coût. Pas seulement en argent, mais aussi ce que cela m'avait coûté de me taire pendant toutes ces années. Mais ce n'était même pas le plus grand choc. Quelques semaines avant cette fête d'anniversaire, j'avais enfin fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, je me suis séparé légalement d'eux. J'ai retiré leur nom de tous mes contacts d'urgence et révoqué les droits juridiques qu'ils avaient encore sans le savoir. J'ai modifié le testament où ils figuraient autrefois, et j'ai transféré la propriété de notre maison pour qu'elle appartienne uniquement à Nancy. J'ai également changé le bénéficiaire de mon assurance vie. Tous les liens juridiques et financiers entre nous ont été entièrement rompus. Mais j'avais encore une dernière chose prévue. À l'intérieur de l'enveloppe, j'ai glissé une autre note. J'avais engagé un avocat, pas un grand cabinet,
juste un juriste local spécialisé dans les affaires familiales simples pour leur envoyer un avertissement juridique. À partir de cet instant, il n'avait plus le droit de me contacter, ni Nancy, ni notre fils Steven. Ni appel direct, ni message transmis par des amis ou des proches. C'était donc la fin. Je pensais n'avoir aucun retour pendant un moment, peut-être quelques messages vocaux en colère. Pourtant, 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de ma sœur. Je n'avais pas vraiment gardé contact avec elle. Elle avait toujours été inconstante, entrant et sortant de nos vies, incapable de décider si elle voulait être présente ou non. J'ai répondu en pensant qu'elle allait me crier dessus, mais au lieu de cela, elle m'a dit « Je viens de recevoir la même lettre ». Il s'est avéré que je n'étais pas le seul à avoir été vidé financièrement pendant que je versais mon argent dans leurs besoins sans fin. Ils faisaient la même chose avec elle, en secret. Ils utilisaient sa voiture, avaient saturé sa carte de crédit et l'avaient même fait co-signer un prêt dont elle n'avait jamais vu la couleur. Elle avait l'air fatiguée, comme quelqu'un qui réalisait enfin qu'elle coulait depuis des années sans savoir qu'elle était déjà sous l'eau. Puis elle m'a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, « J'ai parlé à maman hier », m'a-t-elle confié. Elle pleurait. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi tu faisais ça. Elle pense que tu exagères complètement. Je n'ai rien répondu. Elle ne voit vraiment pas, Samuel. Elle dit qu'elle croit sincèrement n'avoir rien fait de mal. Cela ne m'a pas surpris. Ce qui m'a pris de court, c'est ce qu'elle a dit ensuite. Elle m'a annoncé qu'elle les coupait elle aussi. Elle a dit que ma lettre lui avait ouvert les yeux. Elle et son fiancé avaient décidé de mettre un terme définitif à leur relation avec nos parents, et ils allaient déménager très loin d'ici 1 mois. Elle m'a remercié. Elle a dit que je lui avais peut-être permis d'échapper à un avenir qui ressemblait au mien. Puis elle m'a demandé si elle pouvait voir Steven avant de partir. Elle a dit qu'elle voulait vraiment passer du temps avec son neveu, correctement cette fois, sans drame. Et c'est là que j'ai compris quelque chose que je n'avais pas prévu. Je ne faisais pas que fermer une porte, j'en ouvrais une autre. 2 semaines après la fête d'anniversaire de Steven, mon père a finalement réagi, pas par téléphone, pas avec des excuses. Il a envoyé un email furieux. Objet, qu'est-ce que tout ça? Pas de bonjour, pas de ponctuation, juste 5 mots amers, d'un homme qui avait toujours prétendu être intouchable. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai fermé. Ce fut à la fois le premier et le dernier message venant de lui que j'ai ouvert. Je n'ai pas répondu, parce que ce message n'était pas vraiment destiné à moi. C'était une tentative de garder le contrôle. Il voulait que je le poursuive, que je rompe le silence, que je justifie mes actions. Mais parfois, le silence en dit plus que les mots, surtout lorsqu'il n'y a plus rien à dire. Et c'est à ce moment-là que les choses ont vraiment commencé à s'effondrer. J'ai commencé à recevoir des appels de membres de la famille à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Oncle Patrick, celui qui m'avait autrefois demandé de l'argent pour réparer ses erreurs après avoir perdu de l'argent au jeu, m'a laissé un message vocal. Il disait que je devrais arranger les choses avec mes parents avant que cela n'empire. Puis ma cousine Rebecca a envoyé un message à Nancy via Facebook, lui demandant si elle pouvait l'aider à me faire changer d'avis. Ils se sont tous mis à se manifester, les uns après les autres, en répétant tous la même phrase, « Ce sont tes parents, tu n'en as qu'une paire ». Je n'ai répondu à personne, non pas par colère, mais parce que j'avais enfin compris ce qui se passait. Ils tiraient sur les dernières ficelles qu'il leur restait. Mais ces ficelles étaient anciennes, usées, et tenues par des gens qui ne connaissaient même pas toute l'histoire. Ce qui a franchi la ligne, c'est quand ma mère a envoyé un message directement à Nancy. Il était long, cruel. Elle accusait Nancy d'avoir déformé ma façon de penser. Elle disait que Nancy avait fait de moi quelqu'un de méconnaissable. Elle affirmait que Steven ne faisait pas vraiment partie de la famille, et qu'il ne le serait jamais. Elle disait que nous étions égoïstes. Elle ajoutait que si nous voulions jouer à ce jeu-là, nous allions perdre plus que quelques membres de la famille. Elle a terminé son message par une phrase que je me rappelle encore clairement, « Nous t'avons créé, et nous pouvons te détruire ». C'est là que j'ai su que ce n'était plus juste un désaccord familial, c'était une véritable guerre. Et je n'allais pas me battre avec rage. J'allais me battre intelligemment. D'abord, j'ai contacté mon avocat. Je lui ai demandé d'ajouter ce message à notre dossier, pour harcèlement. Nous avons entamé les démarches pour demander une ordonnance d'éloignement judiciaire. Je ne voulais l'utiliser qu'en cas d'extrême nécessité, mais je voulais être prêt. Ensuite, je me suis attaqué aux choses qu'il pensait que je n'oserais jamais toucher. Au fil des années, j'avais discrètement pris en charge leurs dépenses, alors qu'ils ignoraient à quel point j'avais encore du pouvoir sur bien des choses. Le contrat d'électricité était à mon nom, je l'ai résilié. Le service de chauffage? Résilié. Leur forfait mobile faisait toujours partie d'un plan familial que je payais depuis l'université, je l'ai coupé sans préavis.
Le prêt automobile pour leur ancien SUV était encore enregistré sous mon nom. J'ai appelé le prêteur et déclaré que le véhicule était utilisé sans mon consentement. Il a été repris en quelques jours. Ensuite, j'ai consulté d'anciens documents. En l'an 2019, mon père avait contracté un prêt personnel en utilisant mes informations. Il avait prétendu que c'était pour gérer une urgence familiale. À l'époque, j'étais trop épuisé pour me battre. Il avait falsifié ma signature, manqué plusieurs paiements, et quand j'ai finalement découvert l'affaire, j'ai remboursé la dette moi-même pour préserver ma cote de crédit. Cependant, j'avais gardé chaque formulaire et chaque reçu. Récemment, j'ai déposé un signalement officiel pour usurpation d'identité auprès de l'établissement financier, et j'ai demandé une enquête interne. En 2 jours seulement, tous leurs comptes bancaires ont été gelés. Chaque centime est devenu inaccessible, tandis que l'équipe d'enquête sur la fraude passait au peigne fin chaque transaction liée. C'est ma sœur qui m'a appris la nouvelle. Elle m'a envoyé un message, « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» Ils sont en panique totale. Je n'ai pas répondu tout de suite. Plus tard, je lui ai simplement écrit une phrase, « J'ai arrêté de cacher la vérité pour eux. » Apparemment, il s'était convaincu que je ne franchirais jamais cette ligne, que peu importe ce qui arrivait, je serais toujours là pour les sauver. Il croyait que je continuerais à les secourir, à encaisser leur cruauté, à faire semblant que nous étions une famille normale et aimante. Il n'avait pas prévu que je briserais cette illusion. Maintenant, ils étaient assis dans leur maison usée, sans chaleur, sans téléphone, sans voiture et sans accès à aucun fonds. Ma mère a essayé de m'appeler en utilisant le téléphone d'un voisin. Elle a laissé un message vocal en pleurs, suppliant de comprendre comment j'avais pu faire une chose pareille aux gens qui m'avaient élevé. Elle disait qu'ils étaient terrifiés, qu'ils grelottaient et qu'ils ne pouvaient même pas se permettre d'acheter de la nourriture. Mais je ne me suis pas senti honteux, je me suis senti lucide comme si je m'étais enfin réveillé d'un rêve qui durait depuis l'enfance. Ce jour-là, Nancy et moi avons emmené Steven visiter l'aquarium. Nous avons acheté des glaces, nous avons ri ensemble. C'était la première fois depuis des années que je me sentais comme un vrai parent, au lieu d'un fils constamment déchiré en deux. Ce soir-là, alors qu'elle était assise en face de moi au dîner, Nancy m'a regardé et a demandé, « Ils ne s'en remettront pas, n'est-ce pas ?» J'ai doucement secoué la tête, parce que je le savais déjà. Ils étaient partis depuis longtemps. Tout ce que j'ai fait, c'est arrêter de prétendre qu'il valait la peine d'être retenu. Quand j'ai coupé les ponts avec mes parents, je m'attendais à ce que ça disparaisse en silence, peut-être quelques messages émotionnels pour me culpabiliser, peut-être quelques rumeurs derrière mon dos. Mais j'ai complètement sous-estimé à quel point leurs dégâts étaient profonds, et je n'étais pas prêt pour ce qui allait se passer une fois que les autres commenceraient à voir la vérité. Tout a commencé avec Brandon, mon cousin. On ne s'était pas parlé depuis une éternité, mais après que ma sœur lui a raconté ce qui s'était passé et comment j'avais coupé les liens, fermé les vannes financières et signalé le prêt frauduleux, il m'a contacté sans attendre. Son premier message était simple, j'attendais ça. Puis il a enchaîné avec des captures d'écran et des textos de mes parents datant de plusieurs années. Il s'est avéré que mon père avait autrefois promis à la mère de Brandon de l'aider à refinancer son prêt immobilier après qu'elle ait perdu son emploi. Mais au lieu de l'aider, il l'avait convaincu de transférer une partie de la propriété de sa maison en guise de garantie de prêt. Le contrat était légalement contraignant, mais l'aide n'est jamais venue. Ils n'ont pas contribué à un seul paiement. Quand elle les a relancés, ils lui ont dit que la situation était devenue trop compliquée pour être réglée. Elle a fini par abandonner. Il est devenu clair que je n'étais pas le seul qu'ils avaient vidé. Après Brandon, ce fut Angela, une autre cousine. Elle a appelé de manière inattendue et a demandé, « C'est vrai que tu as coupé les ponts avec eux ?» Je l'ai confirmé. Elle a lâché un rire amer, « Il était temps que quelqu'un ait une colonne vertébrale », a-t-elle dit. Elle m'a ensuite raconté qu'il y a longtemps, mon père l'avait convaincu de lui remettre 12 000 $, issus d'un petit héritage qu'elle avait reçu après le décès de son père. Il lui avait promis de les investir, de l'aider à planifier son avenir. L'argent a disparu. Quand elle en a parlé plus tard, ma mère l'a accusée d'être égoïste et lui a dit qu'elle trahissait la famille. Elle n'a jamais revu son argent. Et ce n'était pas tout. Il s'est avéré que mes parents avaient discrètement blessé un grand nombre de personnes si lentement et si subtilement que personne n'avait jamais rassemblé toutes les pièces du puzzle. Mais une fois que j'ai fait mon geste, c'était comme si une lumière s'était allumée. Tout le monde a commencé à réaliser qu'ils avaient tous été exploités par les mêmes deux personnes, chacun à leur manière. Même des gens en dehors de notre cercle familial ont commencé à me contacter. Un homme nommé Harold m'a envoyé un email. Il a dit qu'il fréquentait autrefois la même église que mes parents. En 2017, mon père lui avait demandé 3 800 $ en disant qu'ils allaient perdre leur maison. Harold lui avait donné l'argent en liquide.
Mon père lui avait promis qu'il serait remboursé dans 3 mois. Cela n'est jamais arrivé. Au lieu de cela, mon père a cessé de fréquenter cette église et s'est mis à raconter que Harold avait des troubles mentaux et le harcelait. Mais ce qui est venu ensuite a été encore plus dur. La mère de Brandon, ma tante, m'a appelé. Elle parlait calmement, mais sa voix tremblait, comme si la vérité était restée bloquée en elle pendant longtemps. Elle m'a dit, « Ta mère a pris de l'argent à grand-mère. » Au moment du décès de ma grand-mère, j'étais encore à l'université, je n'étais pas impliqué dans le processus d'héritage et je croyais simplement que tout avait été laissé à mes parents. Mais ce n'était pas le cas. Grand-mère avait conservé quelques bijoux anciens précieux, de vieux bons d'épargne et une collection rare de pièces de monnaie dans un coffre sécurisé. Elle avait laissé une note manuscrite disant que ces objets devaient être partagés entre ses enfants. Mes parents n'ont jamais rien dit. Ils ont vidé le coffre peu après sa mort, et ont vendu les objets en secret. Et ils ont dit à tout le monde que grand-mère n'avait rien laissé derrière elle. C'est à ce moment-là que le basculement a commencé. La mère de Brandon a engagé une aide juridique. Angela a déposé une plainte civile. Un autre membre de la famille, quelqu'un dont je me souvenais à peine de nos anciennes réunions, a soumis un rapport accusant ma mère d'exploitation financière sur une personne âgée. L'affaire a été rouverte. Mon avocat m'a informé que mes parents faisaient officiellement l'objet d'un examen. Aucune accusation criminelle pour l'instant, mais la banque avait gelé tous les comptes conjoints jusqu'à la fin de l'enquête. Puis la nouvelle est parvenue à leur église. Mes parents n'étaient pas de simples membres, ma mère participait à l'organisation des événements, à la collecte des dons et à la gestion des programmes de charité. Elle était considérée comme une figure de proue dans la communauté. Mais quelqu'un dans l'église a vérifié les dossiers et a découvert des fonds manquants, des reçus qui ne correspondaient pas au dépôt et un nombre suspect d'erreurs toutes reliées à elle. On lui a discrètement demandé de se retirer. Peu de temps après, leur propriétaire m'a contacté. Il m'a dit que mes parents m'avaient désigné comme co-signataire financier sans me demander, lors du renouvellement de leur bail. Je lui ai envoyé une déclaration notariée niant tout lien et jointe aux preuves de la fraude. À cause de cela, leur contrat de location a été réévalué et le montant mensuel a été augmenté. Ils n'ont pas pu payer le nouveau loyer. Plus tard dans la même semaine, un voisin m'a informé que mes parents organisaient un vide-grenier non pas pour un revenu supplémentaire, mais pour pouvoir continuer à tenir. Ils ont vendu le matériel de mon père, les bijoux de ma mère, de vieux meubles, même leur télévision. Des gens qui les admiraient autrefois se tenaient maintenant à leurs fenêtres, regardant en silence. Ils se demandaient comment ce couple en apparence parfait, avec un fils brillant, avait pu en arriver là. Mais ce n'était pas une simple chute, ils avaient été entraînés vers le bas par les mêmes personnes qu'ils avaient utilisées, trompées et manipulées. C'était comme regarder un bâtiment s'effondrer lentement, chaque brique affaiblie par des années de mensonges, et maintenant, nous étions tous en train de donner le coup de pied final à ce qu'il en restait. Je n'étais plus le seul, et eux non plus n'étaient plus seuls. Mais cette fois, les gens autour d'eux n'offraient plus leur aide. Ils voulaient de la distance, et peut-être enfin la vérité qui ne vint jamais. Finalement, tout s'est arrêté. Plus d'appels, plus de mais, plus de nouvelles par la famille élargie, plus de fausses compassions déguisées en culpabilité, juste le silence. Je ne savais pas à quel point le silence pouvait être satisfaisant. Mes parents avaient officiellement détruit toutes leurs relations. Brandon a bloqué leur numéro après avoir reçu une lettre pleine de culpabilité de leur nouvel avocat, tentant de le convaincre d'abandonner son procès. Angela a poursuivi sa plainte civile et a envoyé tout leur historique à un petit média local qui préparait un article sur les escroqueries familiales et les abus d'héritage. Aucun nom n'a été publié, mais tous ceux qui connaissaient mes parents ont reconnu l'histoire. Ma sœur a déménagé avec son fiancé, comme elle l'avait dit. Je l'ai aidé à charger le camion de déménagement. En fermant la porte arrière, elle a dit, « On dirait qu'ils sont devenus plus petits. Tu te souviens combien ils semblaient grands quand on était enfant ?» Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Nous avons grandi en les voyant comme intouchables, mais maintenant, ils paraissaient faibles, fatigués, amers, mis à nu. Leur maison a été mise en vente en quelques semaines. Ils ne pouvaient plus suivre les factures croissantes. Les paiements de services publics étaient en retard. Leur voiture avait disparu. Ils survivaient à peine avec ce qu'il leur restait. L'argent dont ils se vantaient autrefois? Disparu. Leur place à l'église? Disparu. Le soutien de la communauté et des anciens amis? Disparu aussi. Ils ne souffraient pas injustement et ils se tenaient simplement au milieu des ruines de la tempête qu'ils avaient créée. Après cela, j'y pensais rarement. La vie a continué. Steven a fait ses premiers pas. L'entreprise de Nancy a continué à prospérer. Et j'ai découvert en moi une force nouvelle que je ne soupçonnais pas.
Je ne ressentais plus de culpabilité à mettre ma propre famille en priorité. J'ai cessé de me retourner à chaque fois que je disais non. Un soir, peu après que les choses se soient calmées, Nancy et moi rangions la cuisine après le dîner. Steven s'était endormi tôt. Il ne restait que nous deux. J'empilais les assiettes quand elle a soudainement dit « Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé ». Je me suis retourné, un peu surpris. Elle m'a regardé et a dit « Tu es meilleur maintenant ». Plus fort. Sa voix était posée. Pas de sourire, pas de taquinerie. Elle l'a dit comme si elle l'avait gardé en elle depuis longtemps. Je n'ai rien répondu. Je suis resté là, une assiette mouillée dans les mains. Le cœur battant, je voulais lui dire combien cela comptait pour moi. Je voulais lui dire à quel point j'avais travaillé dur pour devenir quelqu'un de différent, et combien je m'inquiétais encore de ne pas en avoir fait assez. Mais aucun mot n'est sorti. Elle a quitté la cuisine et éteint la lumière. Je suis resté dans le noir un instant. C'était presque ridicule d'être aussi ému pour une seule phrase. Mais après toute une vie passée à essayer d'impressionner des gens qui me voyaient comme un outil, un distributeur automatique humain sans voix, je venais enfin d'être vu par la seule personne dont le regard comptait vraiment. Et étrangement, je n'allais en parler à personne. Je n'allais pas l'écrire, ni le raconter à mes amis, pas même à ma sœur. Ce n'était pas de la gêne, ça semblait simplement intime, comme quelque chose que j'avais gagné par le silence, la douleur et le sacrifice. Quelque chose que je ne voulais pas banaliser en le transformant en histoire. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas besoin d'éloges. J'étais fier. Pas seulement d'avoir coupé les liens avec mes parents, mais aussi de ne plus laisser les autres décider de ce que signifiait être bon. J'avais une épouse qui me voyait vraiment, un enfant qui grandirait en sachant à quoi ressemble l'intégrité, un fils qui ne se sentirait jamais comme une pensée secondaire. Et pour la première fois, j'avais la paix d'une vraie paix, solide, stable, qui ne dépendait plus de l'approbation de personne. Tout le monde n'échappe pas à des gens comme mes parents. Mais moi, je l'ai fait. Je n'ai pas gagné par vengeance. J'ai gagné en partant et en ne me retournant pas. Cela faisait 4 mois que j'étais parti, et je n'avais aucune intention de rouvrir quoi que ce soit. Tout était calme. Nous allions de l'avant. Steven marchait maintenant, bavardait sans arrêt. Nancy et moi étions absorbés par le quotidien, les routines simples et heureuses. Puis quelque chose d'inattendu est arrivé. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre. Elle était manuscrite, sans nom d'expéditeur sur l'enveloppe. L'écriture me semblait familière, mais je ne parvenais pas à l'identifier. J'ai pensé que cela venait peut-être d'un parent âgé. Je l'ai ouverte là, devant la boîte aux lettres. Elle venait de mon grand-père, le père de mon père, celui que je n'avais pas vu depuis mon adolescence. Et le rebondissement ? Je pensais qu'il était mort. Il ne l'était pas. Il était simplement parti. Le message était bref, direct, sans mots doux. Il disait qu'un habitant de la ville lui avait raconté que Samuel avait enfin brisé la chaîne. C'est ainsi qu'il l'a formulé. Puis il a écrit « Je suis parti quand ton père est devenu un homme, parce que je ne pouvais pas réparer les dégâts que j'avais causés. Je le voyais devenir ce que j'étais autrefois, et je ne savais pas comment l'arrêter. Je me suis tenu dans l'allée, relisant ce passage encore et encore. Il disait qu'il vivait depuis longtemps dans l'Ouest, discrètement, qu'il ne s'était jamais remarié et s'était complètement coupé de la famille. Il n'avait jamais contacté personne, car il pensait ne pas en avoir le droit. Mais il avait entendu parler de ce qui s'était passé, de l'effondrement, et il espérait que je ne disparaîtrais pas comme lui. Il disait que cela signifiait quelque chose pour lui, que quelqu'un ait enfin mis fin au cycle. Il a clos la lettre par cette phrase « Si jamais tu veux parler, j'aimerais rencontrer l'homme qui a fait ce que je n'ai jamais pu faire. » Je ne savais pas comment réagir. Je ne lui ai toujours pas répondu. J'en ai parlé à Nancy, et elle m'a simplement dit « C'est ta décision maintenant, pas la leur. » Elle avait rencontré mes parents tous autant qu'eux, même leurs souvenirs. Je ne sais pas si je lui écrirai. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais cela m'est resté en tête, pas de manière douloureuse, juste, inattendue. Cela a ouvert une porte que je pensais verrouillée. Cela m'a fait me demander jusqu'où tout cela s'étendait, combien de temps ces dommages s'étaient transmis dans la lignée familiale. Mais voilà ce que je sais. J'ai aujourd'hui la chance d'y mettre fin. Steven ne connaît rien de tout ça. Ce qu'il voit, c'est son père à la maison, sa mère souriante, et nous 3 dansant comme des fous dans la cuisine le week-end. Il n'aura jamais besoin d'écrire une lettre comme celle-ci à son propre enfant. C'est ça qui compte. C'est ça que je garde près de moi. Oui, un chapitre que je n'avais pas vu venir mais probablement pas le dernier.